Je suis de là, j'ai 28 ans, et je me tiens dans la luxueuse salle d'attente d'un cabinet d'avocats haut de gamme. Mes yeux sont encore gonflés d'avoir pleuré à l'enterrement de mon oncle Walter hier. Il était l'homme qui m'a sauvé quand mes parents m'ont abandonné il y a 15 ans. L'élégante porte en acajou s'ouvre, et mon cœur s'arrête. Ils sont là, Franck et Hélène, mes parents. 15 ans de silence, et maintenant ils apparaissent, parés de bijoux de contrefaçon bon marché, échangeant des sourires narquois à propos des millions qu'ils s'attendent à hériter. Si vous regardez ceci en ce moment, faites-moi savoir si vous avez déjà eu des membres de votre famille qui sont soudainement réapparus lorsque de l'argent était en jeu. Aimez et abonnez-vous pour entendre comment le plan brillant de mon oncle a révélé leur vraie nature et les a laissés complètement anéantis. Mon enfance à Pittsburgh était loin d'être idyllique. Nous vivions dans un appartement délabré dans un quartier où les sirènes étaient notre berceuse nocturne. Le bâtiment avait une peinture écaillée, des ascenseurs en panne et une odeur constante de moisissure. Notre appartement d'une chambre abritait 4 personnes, Tommy et moi partageant un canapé-lit dans le salon. La plupart des nuits, l'un de nos parents ou les deux étaient absents, me laissant m'occuper de mon petit frère. Franck, mon père, travaillait de manière sporadique comme ouvrier du bâtiment, mais sa véritable passion était les paris sportifs. Chaque jour de paix suivait le même schéma. Il encaissait son chèque à l'épicerie du coin, s'arrêtait chez le bookmaker et disparaissait pendant des heures. Parfois, il revenait jubilant, nous emmenant manger une glace et nous promettant un avenir meilleur. Plus souvent, il rentrait ivre à la maison, empestant le whisky bon marché, son humeur aussi imprévisible qu'un orage d'été. Une minute, il pleurait, nous disant à quel point il nous aimait. La minute suivante, il jetait des assiettes contre le mur parce que le dîner était froid. « Tu es exactement comme ton oncle, toujours à me juger », me lançait-il quand je demandais où était passé l'argent du loyer. J'ai appris très tôt à lire ses humeurs, à savoir quand parler et quand me faire invisible. Hélène, ma mère, travaillait à un comptoir de maquillage dans un grand magasin. Elle était belle d'une manière fragile et cassante, avec un maquillage soigneusement appliqué et des vêtements qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle dépensait ses chèques de paie en contrefaçon de créateurs et en bijoux fantaisie, rêvant de la vie de luxe qu'elle méritait. Dans son esprit, ses enfants étaient les ancres qui l'avaient tirée vers le bas, loin de la vie glamour qu'elle aurait pu avoir. J'aurais pu être mannequin, disait-elle en regardant de vieilles photographies. J'aurais pu être quelqu'un avant de me retrouver coincé avec vous deux. Tommy avait 3 ans de moins que moi, une âme douce souffrant d'asthme et doté d'un talent pour le dessin. Il avait les boucles sombres de papa mais les traits délicats de maman. Dès sa naissance, je me suis autoproclamé sa protectrice. Je m'assurais qu'il prenne ses médicaments, je l'aidais avec ses devoirs et je détournais la colère de nos parents lorsqu'elle menaçait de l'engloutir. La nourriture était souvent rare chez nous. Je suis devenu une experte pour faire durer un pot de beurre de cacahuète pendant des jours, coupant chaque sandwich en 4 triangles pour qu'il paraisse plus consistant. J'ai appris quel voisin pourrait offrir un repas si je mentionnais nonchalamment que notre cuisinière était en panne et quel club scolaire fournissait des collations lors de leurs réunions. À l'école, je maintenais des notes parfaites. L'éducation était mon billet pour m'en sortir, je le comprenais intuitivement. Mes professeurs ont remarqué mon potentiel et ma situation. Madame Winters, mon enseignante de 4e année, me gardait souvent une brique de lait supplémentaire et glissait parfois des barres de céréales dans mon sac à dos quand personne ne regardait. « Tu es une fille brillante, de là, disait-elle. Ne laisse rien ternir ta lumière. » Ma meilleure amie, Lucie, vivait à 3 pâtés de maison dans une maison stable de classe moyenne avec des parents qui avaient des horaires de travail réguliers et un réfrigérateur toujours plein. Sa maison est devenue mon sanctuaire, l'endroit où je m'échappais lorsque les disputes de mes parents devenaient insupportables. La mère de Lucie ne posait jamais de questions quand j'arrivais à l'heure du dîner, elle ajoutait simplement une place à table. Un souvenir de mon 8e anniversaire me revient en mémoire. Aucun de mes parents ne s'est souvenu de la date. Je suis allé à l'école en essayant de ne pas m'en soucier, me disant que j'étais de toute façon trop vieille pour les fêtes d'anniversaire. Ce soir-là, j'ai trouvé un petit paquet emballé dans des bandes dessinées de journaux sur mon oreiller. Tommy avait économisé son argent de poche pendant des semaines pour m'acheter un bracelet en plastique avec des perles violettes. Il avait fabriqué une carte avec des chutes de papier de construction récupérées dans la poubelle de l'école. Cette nuit-là, je me suis endormi en pleurant, non pas de tristesse, mais de l'amour pur et vif que je ressentais pour mon frère. J'avais 10 ans quand j'ai rencontré l'oncle Walter pour la première fois. Il est arrivé dans une voiture noire et élégante qui semblait venue d'ailleurs dans notre rue. À 35 ans, il n'avait que 7 ans de plus que mon père mais semblait appartenir à une toute autre espèce.
Walter était grand et confiant, portant un costume sur mesure et un sourire sincère. C'était le frère aîné de mon père, mais la ressemblance s'arrêtait à leurs yeux sombres communs. Walter a apporté des cadeaux. Pour Tommy, une voiture télécommandée qui a fait s'écarquiller ses yeux de plaisir. Pour moi, un livre sur les femmes inventrices qui montrait qu'il avait en quelque sorte lu dans mon âme et m'avait comprise d'une manière que mes parents n'avaient jamais fait. Tu me rappelles notre grand-mère, m'a-t-il dit doucement. Elle avait le même esprit curieux. La tension entre Walter et Frank était palpable. Ils parlaient par phrases courtes, des années de ressentiment compressées dans chaque syllabe. Nous n'avons pas tous eu l'université servie sur un plateau d'argent, a craché Frank lorsque Walter a mentionné le succès de son entreprise. Et nous ne blâmons pas tous les autres pour nos problèmes, a répondu Walter d'un ton égal. Après cette visite, Walter a essayé de maintenir le contact. Il appelait pour les fêtes et nos anniversaires. Il a proposé de payer pour une école privée, pour le traitement médical de Tommy, pour un appartement plus grand. Frank a refusé chaque offre, sa fierté étant plus forte que son souci du bien-être de ses enfants. Nous n'avons pas besoin de sa charité, disait-il. Il veut juste montrer à quel point il est meilleur que moi. Alors que j'entrais dans l'adolescence, notre situation familiale s'est rapidement détériorée. Des avis d'expulsion sont apparus sur notre porte. L'électricité était coupée pendant des jours. Le réfrigérateur ne contenait que des sachets de condiments de restaurant rapide. L'asthme de Tommy s'est aggravé, mais nous ne pouvions pas nous permettre son inhalateur. J'ai dû demander un prêt à mon professeur de sciences, inventant une histoire de portefeuille perdu et une situation d'urgence. Une nuit, j'ai surpris mes parents en train de parler à voix basse dans la cuisine. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, siffla ma mère. Le propriétaire ne nous accordera pas une autre prolongation. Je connais un gars qui connaît un gars, a répondu mon père. Il dit que c'est notre meilleure option. Et Walter, a demandé ma mère. Je préférerais mourir plutôt que de lui demander de l'aide, a dit mon père. De plus, c'est temporaire, juste jusqu'à ce que je retombe sur mes pieds. Je n'ai pas compris à l'époque ce qu'il préparait. J'aurais aimé le savoir. Le jour qui a tout changé a commencé d'une normalité trompeuse. C'était un jeudi d'octobre, vif et lumineux avec les couleurs de l'automne. Je venais d'avoir 13 ans la semaine précédente sans aucune reconnaissance de mes parents au-delà d'un « joyeux anniversaire » marmonné par ma mère. Ce matin-là, Frank a annoncé que nous partions en week-end pour rendre visite à un vieil ami. C'était suffisamment inhabituel pour me rendre méfiante. Nous n'allions jamais nulle part, n'avions jamais d'argent pour les vacances ou les sorties. Prends assez d'affaires pour quelques jours, m'a ordonné Hélène, en me tendant un sac de sport. Et aide ton frère à faire sa valise aussi. Il y avait des signes avant-coureurs que j'aurais dû remarquer, la façon dont Hélène m'a serré trop fort dans ses bras avant notre départ, son parfum coûteux écrasant, la façon dont Frank évitait de croiser mon regard, fixant la fenêtre du bus alors que Pittsburgh s'éloignait derrière nous, le fait qu'ils n'avaient apporté qu'une petite valise pour eux-mêmes tout en insistant pour que Tommy et moi emportions plusieurs tenues de rechange. Après 3 heures de bus, nous sommes arrivés à Millbrook, une petite ville dont je n'avais jamais entendu parler. Frank nous a conduits à une modeste maison dans une rue calme où une femme aux cheveux gris attendait sur le porche. Les enfants, voici Margaret, a dit Frank. C'est une vieille amie qui a gentiment proposé de nous héberger pour le week-end. Margaret a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Elle m'était inconnue, bien que mes parents aient agi comme s'ils la connaissaient depuis toujours. Sa maison était bien rangée mais sobre, avec des housses en plastique sur les meubles et des murs dépourvus de photos personnelles. Ce premier soir, après un dîner silencieux de spaghettis et de sauce en conserve, mes parents ont annoncé qu'ils devaient aller faire des courses au magasin. Nous serons bientôt de retour, a dit Hélène, appliquant une nouvelle couche de rouge à lèvres dans le miroir du couloir. Soyez sage avec Margaret. Tommy est resté assis près de la fenêtre pendant des heures, son petit visage pressé contre la vitre, guettant des phares qui ne sont jamais apparus. À l'approche de l'heure du coucher, il est devenu anxieux. Où sont maman et papa, a-t-il demandé, sa respiration devenant difficile, comme avant une crise d'asthme. Ils ont probablement eu un contretemps, l'ai-je rassuré, bien que mon propre estomac soit noué d'inquiétude. Ils seront de retour demain matin. Margaret a installé un lit pliant dans une petite pièce à l'arrière pour nous deux. Je suis resté éveillé la majeure partie de la nuit, écoutant la respiration sifflante de Tommy et les craquements inconnus de cette étrange maison. Le matin, il n'y avait toujours aucun signe de nos parents.
J'ai essayé d'appeler leur téléphone portable, mais une voix robotique m'a informé que les deux numéros n'étaient plus en service. Margaret a évité mes questions, s'occupant du petit déjeuner et de la lessive. Le deuxième jour, Tommy a développé une forte fièvre, son asthme s'aggravant sans ses médicaments. Margaret a finalement appelé un médecin local qui a apporté un inhalateur d'urgence. Pendant que le médecin examinait mon frère, j'ai confronté Margaret dans la cuisine. « Où sont mes parents ?» ai-je exigé. « Quand reviennent-ils » Les épaules de Margaret se sont affaissées. Elle a soudainement paru plus âgée, les rides autour de sa bouche se creusant. « Je n'allais pas te le dire tout de suite » a-t-elle dit doucement. « Tes parents m'ont payé pour vous garder pendant une semaine. Ils ont dit qu'ils reviendraient, mais... » Elle a sorti une enveloppe d'un tiroir et me l'a tendue. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec l'écriture fluide de ma mère. « De là est Tommy. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Vous méritez mieux que ce que nous pouvons vous offrir. N'essayez pas de nous retrouver. C'est pour le mieux. Vous aurez une vie meilleure sans que nous vous tirions vers le bas. » Les mots se sont brouillés alors que les larmes remplissaient mes yeux. Pas de « je vous aime ». Pas de véritable explication, juste un abandon déguisé en sacrifice. Margaret a appelé la police cet après-midi-là. Ils sont arrivés avec des visages sombres et des porte-blocs, posant des questions que je pouvais à peine comprendre. Les services de protection de l'enfance ont été contactés. Tommy et moi avons été emmenés dans des pièces séparées et interrogés. Ils voulaient savoir si nos parents nous avaient déjà fait du mal physiquement, non, s'ils avaient mentionné où ils pourraient aller, non, si nous avions d'autres parents qui pourraient nous accueillir. Mon oncle, ai-je dit à travers mes larmes. Oncle Walter à Chicago. Le pire moment est arrivé le lendemain lorsqu'ils nous ont dit qu'ils nous plaçaient dans des familles d'accueil séparées. Tommy s'est accroché à moi, son petit corps secoué de sanglots. Vous ne pouvez pas le prendre, ai-je supplié. Il a besoin de moi. Il a de l'asthme. Il a peur du noir. Mais mes supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Tommy a été placé dans une famille en Ohio, tandis que j'ai été envoyé dans un foyer de groupe à Millbrook jusqu'à ce que des dispositions plus permanentes puissent être prises. Le dernier aperçu que j'ai eu de mon frère était son visage pâle à la vitre arrière de la voiture d'une assistante sociale, sa main pressée contre le verre en signe d'adieu. Cette nuit-là dans le foyer de groupe, entouré d'étrangers dans des lits superposés, j'ai senti un froid s'installer dans mes os. J'avais tout perdu. Mes parents nous avaient abandonnés. J'étais séparé de Tommy. J'étais complètement seul. 2 semaines se sont écoulées dans le foyer de groupe. Je vivais dans un brouillard, mangeant à peine, refusant de parler aux conseillers ou aux autres filles. Je passais mes journées recroquevillé sur mon lit assigné, serrant le livre sur les femmes inventrices que Walter m'avait donné des années auparavant, le seul bien que j'avais réussi à emporter de la maison. L'assistante sociale assignée à mon cas, Mademoiselle Reynolds, me rendait visite quotidiennement, essayant de m'amener à parler. Sa patience a finalement été récompensée lorsqu'elle a mentionné qu'elle avait essayé de localiser mon oncle, Walter Campbell. Je me suis assise pour la première fois depuis des jours. Vous l'avez trouvé? Oui, a-t-elle dit en souriant doucement. Il prend l'avion demain pour nous rencontrer. Le lendemain, j'attendais nerveusement dans le bureau du directeur, tirant sur un fil lâche de mon sweatshirt emprunté. Quand Walter est entré, je l'ai à peine reconnu. Son apparence habituellement impeccable était négligée, ses yeux rougis par le manque de sommeil. Quand il m'a vu, sa façade professionnelle s'est complètement effondrée. De là, a-t-il murmuré en s'agenouillant devant moi. Je suis tellement désolé. Je n'en avais aucune idée. Pour la première fois depuis mon abandon, je me suis permis de pleurer. Walter m'a tenu dans ses bras, maladroitement au début, puis avec plus d'assurance alors que son instinct protecteur prenait le dessus. La réunion qui a suivi a été tendue. La colère de Walter contre mon père était palpable, sa voix tremblait alors qu'il parlait à Mademoiselle Reynolds. Frank a fait ça. Mon propre frère a abandonné ses enfants. Il a passé une main dans ses cheveux. Je savais que les choses allaient mal, mais je n'aurais jamais imaginé où est Tommy. Je veux le voir aussi. Mademoiselle Reynolds a expliqué que Tommy avait déjà été placé dans une famille d'accueil dans un autre état. L'expression de Walter s'est durcie. C'est inacceptable. Ils doivent être ensemble. Je suis leur oncle, leur seul parent vivant, mis à part leurs parents. Je les prendrai tous les deux.
Ce qui a suivi a été un cours accéléré sur les complexités du système de protection de l'enfance. Malgré les ressources et la détermination de Walter, nous réunir ne serait pas simple. La famille d'accueil qui avait pris Tommy envisageait l'adoption. Les frontières entre les États compliquaient les choses. Walter devrait prouver qu'il était un tuteur approprié pour non pas un mais deux enfants traumatisés. Peu importe ce que ça coûte, a dit Walter à son avocat au téléphone ce soir-là. Engagez les meilleurs avocats en droit de la famille du pays. Je veux les deux enfants avec moi d'ici Noël. En attendant, Walter a loué un appartement près du foyer de groupe pour pouvoir me rendre visite quotidiennement pendant que les formalités de tutelle étaient en cours. 3 semaines plus tard, j'ai été placé sous sa garde temporaire, et nous nous sommes envolés pour sa maison à Chicago. La maison de Walter, ou plutôt le manoir comme il me semblait, se trouvait dans un quartier chic avec des pelouses bien entretenues et des portails en fer forgé. Ma chambre était plus grande que tout notre appartement à Pittsburgh, avec un lit à baldaquin et un dressing déjà rempli de nouveaux vêtements à ma taille. Tout ça est pour moi, ai-je demandé, incapable de comprendre un tel luxe. Bien sûr, a dit Walter, l'air mal à l'aise. La décoratrice a aidé à choisir les choses. Si tu n'aimes pas quelque chose, nous pouvons le changer. Cette première nuit, je n'ai pas pu dormir. Le lit était trop mou, la chambre trop silencieuse sans la respiration de Tommy à côté de moi. Je suis descendu à minuit pour trouver Walter dans son bureau, entouré de documents juridiques, parlant intensément au téléphone des arrangements de garde. Walter n'était pas naturellement doué avec les enfants. Il ne s'était jamais marié, n'avait pas d'enfants à lui et passait la plupart de son temps à diriger son entreprise technologique. Il me parlait formellement au début, comme si j'étais une adulte miniature ou une associée d'affaires, mais son désir sincère d'aider transparaissait à travers sa maladresse. Le personnel de la maison a facilité la transition. Flora, la gouvernante, était une femme chaleureuse et maternelle qui me donnait des biscuits en cachette et m'apprenait à faire du pain le week-end. Monsieur Jenkins, le chauffeur, avait un sens de l'humour pince sans rire qui parvenait parfois à briser ma carapace de silence. L'école était un autre défi. Walter m'a inscrite dans une académie privée exclusive où mes camarades de classe avaient grandi avec un privilège que je pouvais à peine comprendre. Elle portait des vêtements de marque sans y penser, planifiait des vacances en Europe et se plaignait de parents stricts qui limitaient leur temps d'écran. J'étais l'intruse, avec mon passé de seconde main et ma famille manquante. « Pourquoi vis-tu avec ton oncle ?» a demandé une fille pendant le déjeuner. « Tes parents sont morts ?»« Ils sont partis », ai-je dit simplement, regardant ses yeux s'écarquiller d'incompréhension. Elle ne pouvait pas imaginer des parents qui choisiraient de partir. Les cauchemars ont commencé ma 3e semaine à Chicago. Je me réveillais en hurlant le nom de Tommy, convaincu qu'il avait une crise d'asthme et qu'il avait besoin de moi. Walter se précipitait, paniqué et impuissant face à mon chagrin. Après la 5e nuit, il a pris des dispositions pour que je voie le docteur Bennett, une psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes et l'abandon. Cette femme au visage bienveillant et aux cheveux poivre et sel est devenue ma bouée de sauvetage au cours des mois suivants. « Ce que vos parents ont fait en dit long sur eux et rien sur vous », m'a-t-elle dit lors de nos séances. « Vous n'avez pas causé cela. Vous n'auriez pas pu l'empêcher. » Walter a suivi des cours de parentalité et lu des livres sur l'éducation des adolescents. Il a engagé des tuteurs pour m'aider à rattraper mon retard scolaire et s'est assuré que j'avais tout ce dont j'avais besoin matériellement. Mais la percée dans notre relation est survenue de manière inattendue le soir de mon 14e anniversaire. Walter avait organisé une petite fête avec quelques filles de l'école avec lesquelles je m'étais lié d'amitié. Après leur départ, il m'a présenté un petit paquet emballé. « Ce n'est pas grand-chose », a-t-il dit maladroitement, mais j'ai pensé que ça pourrait te plaire. À l'intérieur se trouvait un médaillon en argent. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé une petite photographie de Tommy et moi, prise des années auparavant lors d'un rare pique-nique familial quand nous étions encore une famille de 4. « Comment as-tu eu ça ?» ai-je demandé, la voix brisée. « J'ai demandé à tes anciens voisins s'ils avaient des photos », a admis Walter. « Madame Winters, ton ancienne enseignante, avait celle-ci d'un événement scolaire. J'ai pensé que tu voudrais le garder près de toi jusqu'à ce que nous le récupérions. » C'est à ce moment-là que le barrage a cédé. J'ai sangloté dans les bras de Walter, libérant des mois de peur et de chagrin refoulés. Il m'a tenu, maladroitement au début, puis avec plus de confiance. « Je n'essaie pas de remplacer tes parents, de là, » a-t-il dit doucement. « Je sais que je ne le peux pas. Mais je te promets que je ne te quitterai jamais, et je n'arrêterai pas tant que Tommy ne sera pas là aussi. » Cette nuit-là,
Walter a partagé des histoires sur son enfance et celle de Frank. Comment leur père avait été dur et critique, surtout envers Frank, qui avait des difficultés à l'école. Comment leur mère avait fait promettre à Walter de veiller sur son jeune frère avant de mourir d'un cancer. Comment il avait essayé d'aider Frank au fil des ans, pour être repoussé à chaque fois. Je l'ai laissé tomber, a admis Walter. Et par extension, je vous ai laissé tomber, toi et Tommy. J'aurais dû faire plus, insister davantage. Tu aides maintenant, ai-je dit. C'est ce qui compte. 6 mois après mon déménagement à Chicago, nous avons reçu des nouvelles du détective privé que Walter avait engagé. Tommy avait été localisé avec sa famille d'accueil à Columbus, en Ohio. Ils étaient réticents à le laisser partir, s'étant déjà attachés à lui, mais Walter était déterminé. Notre première visite a été supervisée par des assistantes sociales. Tommy avait grandi pendant nos mois de séparation, mais il était toujours douloureusement mince, ses yeux trop grands pour son visage. Quand il m'a vu, il s'est jeté dans mes bras en pleurant. De là, tu es venu. Je savais que tu me trouverais. Je l'ai serré si fort qu'il a couiné de protestation, cataloguant les changements chez mon petit frère. Son asthme était mieux géré maintenant, ses parents d'accueil s'assurant qu'il avait les médicaments appropriés. Il était inscrit à des cours d'art, son talent naturel s'épanouissant avec du matériel et des instructions appropriées. Une partie de moi était reconnaissante qu'ils aient bien pris soin de lui, même si je leur en voulais pour le temps qu'ils avaient passé avec lui et que j'avais perdu. Walter s'est agenouillé au niveau de Tommy, se présentant doucement. « J'ai tellement entendu parler de toi, » a-t-il dit. « De la parle de toi tout le temps. » Tommy a étudié Walter attentivement avant de demander « Tu vas être notre nouveau papa ?» Walter m'a jeté un regard, puis est revenu à Tommy. « J'aimerais être ton tuteur, si ça te convient. Nous pourrons décider comment tu veux m'appeler plus tard. » Alors que nous quittions cette première visite, Tommy s'est accroché à ma main. « Ne me laisse plus, » a-t-il supplié. « Jamais, ai-je promis. Walter va te ramener à la maison avec nous bientôt. » Walter a tenu parole. Il n'a pas abandonné, malgré les obstacles juridiques. Il a engagé les meilleurs avocats en droit de la famille, a assisté à chaque audience et a prouvé son engagement envers nous deux. Pendant 2 ans, Walter s'est battu à travers le système juridique pour nous réunir, Tommy et moi. La bataille pour la garde a été compliquée par les frontières entre les États, l'attachement de la famille d'accueil à Tommy, et les préoccupations concernant la carrière exigeante et le style de vie de célibataire de Walter. Mais la détermination de Walter n'a jamais faibli. Il a restructuré son entreprise pour lui permettre d'avoir plus de temps à la maison, a rénové une chambre spécialement pour Tommy, et a même installé un système de purification de l'air de pointe pour aider avec l'asthme de Tommy. Le jour où Tommy est enfin rentré définitivement à la maison à Chicago a été le plus beau jour de ma vie depuis le départ de nos parents. Il avait alors 12 ans, toujours petit pour son âge, mais en meilleure santé, son esprit créatif intact malgré tout ce qu'il avait enduré. Walter a organisé une fête de bienvenue avec des ballons et le gâteau au chocolat préféré de Tommy. Pour la première fois, le manoir ressemblait à un foyer. L'approche de Walter en matière de parentalité était unique. N'ayant jamais eu d'enfant, il nous traitait plus comme de jeunes adultes que comme des enfants, expliquant ses décisions et écoutant nos opinions. Il nous parlait de son entreprise, Campbell Tech Solutions, une firme de cybersécurité qu'il avait bâtie de toutes pièces. L'entreprise protège d'autres entreprises contre les hackers et les violations de données, a-t-il expliqué un soir au dîner. Pensez Y comme à un système de sécurité numérique. Je me suis retrouvé fasciné par le monde des affaires dans lequel Walter évoluait. Les chiffres avaient toujours eu du sens pour moi, les modèles et les projections venant naturellement à mon esprit analytique. Lorsque Walter a remarqué mon intérêt, il a commencé à ramener à la maison des versions simplifiées de problèmes commerciaux pour que nous en discutions. « Que ferais-tu dans cette situation ?» demandait-il, exposant le dilemme d'un client ou un défi marketing. Tommy, quant à lui, s'épanouissait dans son nouveau collège axé sur les arts. Walter avait transformé une véranda en studio d'art pour lui, avec du matériel de qualité professionnelle et des fenêtres orientées au nord pour une lumière optimale. L'asthme de Tommy s'est considérablement amélioré avec des soins médicaux appropriés et moins de stress, ces crises devenant des événements rares plutôt que hebdomadaires. Progressivement, nous trois avons formé nos propres traditions familiales. Les dîners du dimanche étaient sacrés, aucun appel professionnel ni devoir n'était autorisé. Nous faisions des voyages d'été dans les parcs nationaux, Walter marchant patiemment à notre rythme malgré son avantage physique. Pour Noël,
nous faisions du bénévolat dans un refuge local avant d'échanger nos propres cadeaux, Walter insistant sur le fait que redonner faisait partie du privilège dont nous jouissions maintenant. Pour mon 16e anniversaire, Walter m'a présenté des papiers légaux. Il voulait nous adopter officiellement, Tommy et moi, en nous donnant son nom de famille. Vous n'êtes pas obligé de décider tout de suite, a-t-il dit. Et vous pouvez garder votre nom d'origine si vous préférez. Cela ne change rien à ce que je ressens pour vous deux. Tommy a immédiatement dit oui, ravi à l'idée de devenir officiellement un Campbell. J'ai hésité, tiraillé entre ma colère contre mes parents biologiques et un sentiment persistant de loyauté envers mon identité d'origine. Finalement, nous avons opté pour un nom de famille composé. Nous sommes devenus les frères et sœurs Maurice Campbell, honorant notre passé tout en embrassant notre avenir. L'adoption a été finalisée un matin de décembre enneigé, nous trois vêtus de nos plus beaux habits pour la cérémonie au palais de justice. La juge, qui avait supervisé une grande partie de notre cas, a souri en signant les derniers papiers. C'est ainsi que le système est censé fonctionner, a-t-elle dit à Walter. Vous avez donné à ces enfants la stabilité qu'ils méritent. Le lycée est passé en un clin d'œil, entre cours avancés, compétition de l'équipe de débat et une confiance en moi grandissante. Walter ne m'a jamais mis la pression pour l'université, mais je savais que l'éducation était importante pour lui. Lorsque les lettres d'acceptation sont arrivées de plusieurs universités prestigieuses, j'ai choisi le programme de commerce de Northwestern, ce qui me permettait de vivre à la maison tout en suivant les cours. Tommy a continué à développer ses talents artistiques, ses peintures remportant des concours régionaux et lui valant finalement une place dans un lycée d'art sélectif. Sa nature douce est restée intacte malgré tout ce qu'il avait enduré, un témoignage de sa résilience. Walter a tenu sa promesse de nous enseigner le monde des affaires, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. L'été après ma première année d'université, il m'a trouvé un poste de débutant chez Campbell Tech. Pas de traitement de faveur, a-t-il prévenu. Tu commences au service du courrier comme je l'ai fait à mon premier emploi. Si tu veux progresser, tu dois le mériter. J'ai travaillé dans presque tous les départements au cours des étés et des vacances scolaires suivants. Le service client m'a appris la patience. La comptabilité a affiné mon affinité naturelle pour les chiffres. Le marketing a mis au défi ma pensée créative. À ma dernière année, j'avais une compréhension complète du fonctionnement de toute l'entreprise. Ma première véritable contribution est venue lorsque j'ai identifié une opportunité de marché que Walter avait négligée. Les petites entreprises avaient aussi besoin de cybersécurité mais ne pouvaient pas se permettre les solutions de niveau entreprise dans lesquelles Campbell Tech était spécialisé. J'ai développé un service à échelle réduite, basé sur un abonnement, qui a ouvert une toute nouvelle source de revenus. C'est brillant, a dit Walter en examinant ma proposition. Je veux que tu présentes cela au conseil d'administration toi-même. À 22 ans, fraîchement sorti de l'université, je me suis tenu devant le conseil d'administration de l'entreprise et j'ai présenté mon idée. Ils l'ont approuvée à l'unanimité, impressionné non seulement par le concept mais aussi par mon analyse de marché approfondie et mon plan de mise en œuvre. 6 mois plus tard, lorsque la nouvelle division a montré de solides bénéfices initiaux, Walter m'a nommé vice-présidente des solutions pour petites entreprises. Tu l'as mérité, a-t-il dit en me tendant une carte de visite avec mon nouveau titre. Cela n'a rien à voir avec notre relation et tout à voir avec tes capacités. Tommy, maintenant âgé de 19 ans et étudiant à l'Art Institute of Chicago, a conçu le logo de la nouvelle division. Son talent avait évolué de simple dessin à de l'art numérique sophistiqué et de la peinture traditionnelle. Il avait trouvé sa voie à travers la couleur et la forme, exprimant les émotions complexes de notre enfance à travers des toiles abstraites qui transmettaient à la fois la douleur et l'espoir. Alors que tout semblait parfait, le désastre a frappé. Walter, toujours en bonne santé et énergique à 50 ans, a été diagnostiqué avec un cancer du pancréas. Le pronostic a été sombre dès le début, stade avancé, avec des options de traitement limitées. 6 mois à 1 an, nous a dit l'oncologue en privé. Nous pouvons essayer de le rendre confortable, mais ce type est particulièrement agressif. Walter a abordé sa maladie avec la même détermination méthodique qu'il apportait aux affaires. Il a mis à jour son testament, organisé ses affaires et commencé à transférer les responsabilités de direction à son équipe exécutive et à moi. Il a refusé de laisser le cancer définir le temps qui lui restait, planifiant les traitements autour des réunions importantes et des expositions d'art de Tommy. Je n'ai aucun regret, m'a-t-il dit un soir alors que nous étions assis sur la terrasse à regarder le coucher de soleil sur le lac Michigan. Vous trouvez, toi et Tommy,
a donné un sens à ma vie au-delà du succès commercial. Ces 2 dernières années ont été un équilibre entre le chagrin et la grâce. Je partageais mon temps entre la direction de la division des petites entreprises et l'accompagnement de Walter au traitement. Tommy est revenu de son appartement sur le campus pour être plus proche de nous, transformant une partie de son studio en un espace confortable où Walter pouvait se reposer en le regardant peindre. Walter a dépassé le pronostic initial du médecin par pure force de volonté, tenant assez longtemps pour voir Tommy obtenir son diplôme avec mention et pour assister à ma promotion au poste de vice-présidente exécutive. Mais finalement, même sa détermination n'a pu vaincre la maladie qui ravageait son corps. Au cours de sa dernière semaine, Walter m'a appelé à son chevet et m'a tendu la montre de poche de son grand-père, un héritage familial que j'avais souvent admiré. « Tu es l'avenir du nom Campbell maintenant », a-t-il dit, sa voix à peine un murmure. « Toi et Tommy. Je ne pourrais pas être plus fier des personnes que vous êtes devenues. » Le matin où Walter est décédé, le ciel à l'extérieur de sa fenêtre était du bleu exact d'une parfaite journée d'été. Tommy et moi étions tous les deux avec lui, un de chaque côté de son lit, lui tenant les mains alors qu'il rendait son dernier souffle. Il y avait de la tristesse, bien sûr, écrasante par moments, mais aussi une profonde gratitude pour les 15 années qu'il nous avait données, des années qui nous avaient transformés d'enfants abandonnés en adultes confiants et capables. Il nous a sauvés, a simplement dit Tommy aux funérailles. Pas seulement physiquement, mais de toutes les manières qui comptent. Les funérailles de Walter ont eu lieu dans la plus grande cathédrale de Chicago, un témoignage de son impact sur la communauté des affaires et de son vaste travail philanthropique. Des centaines de personnes y ont assisté, des cadres d'entreprise au concierge du siège social de l'entreprise que Walter avait toujours salué par leur nom. Le maire a prononcé un discours sur les contributions de Walter au secteur technologique de la ville. Des concurrents commerciaux sont venus présenter leur respect aux côtés d'employés de longue date qui pleuraient ouvertement la perte d'un patron qui les avait traités comme sa famille. Tommy, maintenant un jeune homme posé de 21 ans, est arrivé de New York, où il avait récemment accepté un poste dans une galerie prestigieuse. Il a interprété une pièce pour piano qu'il avait composée pour Walter, la mélodie envoûtante capturant à la fois notre chagrin et notre gratitude. J'ai prononcé l'éloge funèbre, trouvant d'une manière ou d'une autre la force de me tenir devant la foule et de parler de l'homme qui avait transformé nos vies. Walter Campbell était connu de la plupart d'entre vous comme un brillant homme d'affaires, un leader visionnaire, un philanthrope généreux, ai-je commencé. Pour mon frère et moi, il était simplement la personne qui nous a aimés quand nous avions été jugés indignes d'amour. Il nous a appris que la famille n'est pas définie par le sang, mais par le choix, en étant présent jour après jour avec un soutien indéfectible. Alors que je terminais mon discours et retournais à ma place au premier rang, j'ai remarqué un mouvement au fond de la cathédrale. 2 silhouettes s'étaient glissées à l'intérieur pendant le service, se tenant maladroitement près du dernier banc. Même de loin, même après 15 ans, je les ai reconnus immédiatement, Frank et Hélène Morris. Mes parents. Mes mains se sont mises à trembler si fort que Tommy l'a remarqué, suivant mon regard vers le fond de l'église. C'est, a-t-il murmuré, son visage perdant toute couleur. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Ils avaient l'air plus vieux, bien sûr. Les cheveux sombres de Frank étaient maintenant parsemés de gris, sa carrure autrefois puissante adoucie par l'âge et probablement l'alcool. Hélène maintenait toujours son apparence soigneusement entretenue, bien que sa tentative d'élégance semblât maintenant désespérée plutôt que sophistiquée. Après le service, alors que les personnes en deuil se rassemblaient dans la salle de réception, ils se sont approchés de nous. Hélène a tendu les bras vers moi pour une étreinte que je n'avais aucune intention de lui rendre. De là, ma chérie, a-t-elle dit, sa voix empreinte d'une émotion fabriquée. Comme vous nous avez manqué. J'ai reculé, Tommy se plaçant protecteur à mes côtés. Ne me touche pas, ai-je dit doucement. Frank s'est éclairci la gorge. Nous sommes venus dès que nous avons appris pour Walter. Les liens du sang sont plus forts que tout, après tout. Nous sommes toujours une famille. Une famille ? La voix de Tommy s'est brisée d'incrédulité. Vous nous avez abandonnés. Vous nous avez laissés avec une étrangère. Vous n'avez jamais appelé, jamais écrit, jamais vérifié si nous étions vivants ou morts. Les yeux d'Hélène se sont remplis de larmes calculées. Tu ne comprends pas, mon chéri. Nous traversions des moments si difficiles. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour vous. Nous devons parler en privé, a dit Frank, jetant un coup d'œil aux curieux. Il y a tant de choses à expliquer, tant de choses que vous ne savez pas. Avant que je puisse répondre, un homme grand et distingué aux cheveux argentés s'est approché de notre groupe.
Gordon Chêne, l'avocat et ami de longue date de Walter, s'est placé légèrement entre nous et nos parents biologiques. Mademoiselle Maurice Campbell, Monsieur Maurice Campbell, a-t-il dit formellement. Je ne crois pas que ces personnes aient été invitées au service. Hélène a esquissé ce qu'elle pensait clairement être un sourire charmant. Nous sommes Frank et Hélène Maurice, les parents de Della et Tommy. Nous sommes de la famille. Je sais très bien qui vous êtes, a répondu Gordon, son ton glacial. Walter parlait souvent de vous, mais jamais en des termes flatteurs. Frank a bombé le torse. Écoutez-moi bien. Nous avons tout à fait le droit d'être avec nos enfants en ce moment difficile. En fait, vous avez renoncé à ces droits il y a 15 ans, l'expression de Gordon n'a pas changé. Cependant, il se trouve que votre présence sera requise vendredi matin à 10 h à mon bureau pour la lecture du testament de Walter. Le comportement d'Hélène a changé instantanément, son chagrin remplacé par un intérêt mal dissimulé. Walter nous a inclus dans son testament. C'est une question qui sera divulguée au moment opportun, a dit Gordon. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, la famille a besoin d'intimité pour faire son deuil. Alors que Gordon nous emmenait, j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué au départ. Les vêtements de marque que Frank et Hélène portaient étaient neufs mais de piètre qualité. La montre en or au poignet de Frank était une fausse Rolex. Les diamants aux oreilles d'Hélène étaient des zirconiums cubiques. Ils jouaient toujours le même vieux jeu, présentant une illusion de succès qui n'avait aucune substance. Plus tard ce soir-là, de retour à la maison qui semblait maintenant trop vide sans Walter, Tommy a exprimé ses inquiétudes. Pourquoi Walter les inclurait-il dans son testament? Et pourquoi se montrerait-il maintenant, après tout ce temps? Ils ont manifestement entendu parler de l'argent de Walter, ai-je dit amèrement. Ils ont toujours eu le talent de flairer les gains potentiels. Gordon, qui nous avait rejoints pour un dîner tranquille, a hoché la tête. Je crois que vous avez raison, de là. Cependant, je vous demanderai à tous les deux d'assister à la lecture vendredi. Walter a été très précis sur les personnes qui devaient être présentes. Tommy a froncé les sourcils. Je ne veux pas qu'il soit là. Il ne mérite rien de Walter. Je comprends, a dit Gordon doucement. Mais je crois que vous voudrez assister à cette lecture particulière. Walter avait ses raisons pour les arrangements qu'il a faits. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai erré dans la maison silencieuse, finissant par me retrouver dans le bureau de Walter. Tout était resté exactement comme il l'avait laissé, ses lunettes de lecture toujours posées sur un rapport financier, son stylo préféré reposant dans son support. Je me suis assise dans son fauteuil en cuir, inhalant l'odeur persistante de son eau de Cologne. « Qu'est-ce que tu préparais, Walter » ai-je murmuré à la pièce vide. « Quelle dernière leçon as-tu pour nous » Vendredi matin s'est levé, clair et lumineux, une belle journée de septembre qui semblait en contradiction avec la tension qui se nouait dans mon estomac. Tommy et moi sommes arrivés au cabinet d'avocat de Gordon avec 15 minutes d'avance, habillés formellement par respect pour l'occasion. Le bureau, situé dans un bâtiment historique du centre-ville de Chicago, respirait la richesse d'antan avec ses boiseries en chêne, ses tapis persans et ses peintures à l'huile de fondateur au visage sévère. Gordon nous a accueillis dans le hall, son calme habituel offrant un point d'ancrage stable dans la tempête émotionnelle que je sentais monter. Ils ne sont pas encore arrivés, nous a-t-il informé. Nous utiliserons la salle de conférence principale. Puis-je vous offrir un café ou de l'eau en attendant? Nous avons tous les deux refusé, trop nerveux pour consommer quoi que ce soit. À 10 heures précises, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, et Frank et Hélène sont sortis. Ils avaient manifestement fait un effort sur leur apparence, portant ce qui ressemblait à des vêtements neufs. Les cheveux d'Hélène étaient fraîchement colorés et coiffés, son maquillage appliqué de manière experte. Frank avait tenté de dompter ses cheveux clairsemés avec trop de produits, et l'odeur de son après-rasage nous est parvenue avant lui. « Bonjour » a gazouillé Hélène, comme si nous nous réunissions pour une agréable occasion sociale plutôt que pour la distribution des biens de l'homme qui avait élevé ses enfants abandonnés. Gordon nous a tous conduits à la salle de conférence, où plusieurs autres personnes attendaient déjà, Flora, qui avait été la gouvernante de Walter pendant 20 ans, Martin Weber, le directeur financier de Campbell Tech, et Jessica Ligne, l'assistante de direction de Walter. Maintenant que tout le monde est présent, nous pouvons commencer, a dit Gordon, prenant sa place à la tête de la table en acajou poli. Il a ouvert un épais portefeuille en cuir et a ajusté ses lunettes de lecture. Ceci est le dernier testament et les dernières volontés de Walter Edward Campbell, révisé et signé il y a 6 mois avec toutes ses facultés mentales saines et en présence de 3 témoins.
Frank s'est agité sur son siège avec impatience. Pouvons-nous passer aux parties importantes? Nous savons tous que Walter était richissime. Gordon le regarda froidement. Monsieur Morris, cette procédure suivra le protocole juridique approprié. Si cela vous dérange, vous êtes libre d'attendre à l'extérieur jusqu'à ce que votre partie spécifique soit abordée. Frank s'est calmé, mais j'ai surpris le rapide regard qu'il a échangé avec Hélène, un regard d'excitation à peine contenu. Gordon a commencé par le préambule juridique standard avant de passer aux legs spécifiques. Walter avait été généreux dans ses dons caritatifs, établissant d'importantes dotations pour l'éducation, la recherche médicale et les organisations artistiques. Il a laissé des fonds substantiels à son ancienne université pour un programme de bourse spécialement conçu pour les enfants en famille d'accueil. Flora a essuyé des larmes de ses yeux lorsque Gordon a annoncé que Walter lui avait laissé le chalet au bord du lac qu'elle avait toujours admiré, ainsi qu'un fonds de retraite qui assurerait son confort pour le reste de sa vie. Les employés de longue date ont reçu de généreux dons financiers, y compris Jessica et Martin. Alors que Gordon continuait sa lecture, j'ai remarqué que Frank devenait de plus en plus agité, vérifiant sa montre et chuchotant à Hélène. Ils étaient clairement venus pour une seule chose, et leur impatience était palpable. Et maintenant, a dit Gordon en levant les yeux du document, nous en venons à la question de Frank et Hélène Morris. Frank s'est redressé, donnant un coup de coude à Hélène, qui a rapidement arrangé ses traits en une expression d'attention sobre. À mon frère, Frank Morris, et à sa femme, Hélène Morris, a lu Gordon, je lègue la somme de $1 chacun, ainsi que la lettre ci-jointe, qui doit être lue à voix haute en ce moment. $1, a explosé Frank, son visage devenant rouge foncé. C'est une blague, n'est-ce pas? Une dernière mauvaise plaisanterie. Veuillez vous contenir, Monsieur Morris, a dit fermement Gordon. Conformément aux instructions, je vais maintenant lire la lettre de Walter qui vous est adressée à tous les deux. Il a ouvert une enveloppe scellée et a déplié plusieurs pages de l'écriture distinctive de Walter. Frank et Hélène, a lu Gordon, si cette lettre vous est lue, cela signifie que vous avez fait exactement ce que j'avais prédit que vous feriez. Vous êtes réapparu après 15 ans d'absence, attirés par l'odeur de l'argent comme des vautours par une charogne. Hélène a eu un hoquet dramatique, plaçant sa main sur son cœur. Ce que vous ne savez peut-être pas, a continué Gordon en lisant, c'est que je suis pleinement conscient de vos actions avant et après que vous avez abandonné vos enfants. Il y a 15 ans, exactement 3 jours après avoir laissé Della et Tommy à une étrangère, vous m'avez contacté pour exiger $50 000 en échange de votre silence sur ce que vous avez appelé votre part dans notre séparation des enfants Tommy. Tommy m'a regardé, choqué. C'était une information que ni l'un ni l'autre ne connaissions. Au cours des 15 années suivantes, vous avez tenté de m'extorquer de l'argent pas moins de 13 fois. Chaque fois, j'ai documenté vos communications, enregistré vos appels téléphoniques et conservé vos courriels. La tentative la plus récente remonte à 5 ans, lorsque toi, Frank, tu as menacé de dire à Della et Tommy que je vous avais payé pour disparaître de leur vie, un mensonge vicieux qui les aurait dévastés. Le visage de Frank avait perdu toute couleur. Hélène secouait frénétiquement la tête comme si les mots pouvaient les rendre faux. Gordon a fait une pause, puis a appuyé sur un bouton d'une télécommande. Un écran est descendu du plafond, et une vidéo a commencé à être diffusée. On y voyait Frank, visiblement ivre, assis dans ce qui semblait être une chambre de motel bon marché. « Écoute, Walter », bafouillait Frank sur la vidéo. « Les enfants n'ont pas besoin de connaître l'arrangement que nous avions. 50 000, ce n'est rien pour toi. Juste un petit frère qui aide sa famille, n'est-ce pas? Mais si tu ne paies pas cette fois, peut-être que Della a besoin d'entendre comment son précieux oncle a vraiment obtenu la garde. » La vidéo a coupé sur un autre clip, celui-ci montrant Hélène dans un endroit différent, coiffée différemment, clairement d'une autre époque. « Walter, sois raisonnable, a-t-elle dit doucement. Nous aurions pu nous battre pour la garde si nous l'avions voulu. Nous pourrions dire à Della que tu l'as kidnappée, que nous la cherchons depuis des années. C'est ce que tu veux qu'elle pense? Fais juste le virement comme avant, et tout ça disparaît. Gordon a arrêté la vidéo. Le silence dans la pièce était absolu, à l'exception de la respiration saccadée de Tommy. Comme vous pouvez le voir, a poursuivi Gordon en lisant la lettre de Walter, j'ai conservé des dossiers méticuleux de vos tentatives de chantage. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que vos activités criminelles vont au-delà du harcèlement à mon égard. Mes enquêteurs ont documenté votre implication dans de multiples escroqueries dans plusieurs États, votre fraude envers des victimes âgées,
et vos tentatives d'extorquer d'autres hommes d'affaires prospèrent en utilisant des tactiques similaires à celles que vous avez employées avec moi. Gordon a levé les yeux de la lettre. Je dois noter que toutes ces preuves, y compris les dossiers financiers retraçant l'argent que Walter a fourni dans les premières années par souci du bien-être des enfants, ont été transmises au FBI ce matin même. Hélène s'est mise à sangloter bruyamment. Ce n'est pas vrai. C'était l'idée de Frank. Je n'ai jamais voulu quitter les enfants. Frank s'est levé brusquement, sa chaise basculant en arrière. Vous ne pouvez rien prouver. Ce sera votre parole contre la nôtre. En fait, a dit calmement Gordon, les preuves sont assez complètes. Walter était tout sauf négligent. Il est retourné à la lettre. Adela et Tommy, je m'excuse de vous avoir caché cela. Je craignais que cette connaissance ne vous cause que plus de douleur, et il ne semblait y avoir aucun avantage à la partager. Vous aviez déjà assez souffert de la trahison. Sachez que chaque centime qu'ils ont tenté d'extorquer a été documenté et sera maintenant donné à des organisations soutenant les enfants abandonnés, transformant leur cupidité en quelque chose de positif. Des larmes coulaient sur le visage de Tommy. J'ai pris sa main, la serrant fort. Quant au reste de ma succession, a continué Gordon en lisant, y compris toutes les actions de Campbell Tech Solutions, tous les biens immobiliers, les portefeuilles d'investissement et les biens personnels non légués spécifiquement par ailleurs, je le lègue à parts égales à mes enfants bien-aimés, de la Maurice Campbell et Thomas Maurice Campbell, avec la pleine confiance qu'ils honoreront les valeurs que nous avons partagées et continueront l'héritage que nous avons bâti ensemble. Gordon a plié la lettre et a levé les yeux. Ceci conclut la lecture du testament. À ce moment, la porte de la salle de conférence s'est ouverte, et deux hommes en costume sombre sont entrés, montrant des insignes du FBI. Frank et Hélène Morris, a dit un agent, nous avons besoin que vous veniez avec nous. Nous avons quelques questions concernant de multiples enquêtes pour fraude à travers les États. Frank s'est jeté vers moi, son visage déformé par la rage. C'est de ta faute. Tu l'as monté contre nous. Nous sommes tes parents. Les agents du FBI sont rapidement intervenus, maîtrisant Frank alors qu'Hélène s'effondrait en sanglots dramatiques. Mes bébés, s'il vous plaît, a-t-elle gémi. Ne les laissez pas emmener votre mère. Alors qu'ils étaient escortés hors de la pièce, Frank lançant toujours des accusations et Hélène plaidant toujours, j'ai ressenti un étrange vide là où je m'attendais à de la satisfaction. Leur vraie nature avait été exposée, comme la miniature l'avait promis, mais la victoire avait un goût amer. Gordon a attendu qu'il soit parti avant de reprendre la parole. Je m'excuse pour le drame, mais Walter a insisté pour que cela se passe exactement comme ça. Il voulait qu'ils fassent face aux conséquences de leurs actions, non seulement envers lui, mais envers toutes leurs victimes. Les a-t-il vraiment payés, a demandé Tommy, d'une petite voix. Au début, a hoché la tête Gordon. Une fois, peu après avoir obtenu la garde de là. Ils ont menacé de contester l'arrangement, de vous traîner tous les deux devant les tribunaux, de porter de fausses accusations. Walter les a payés pour qu'ils restent à l'écart, pour vous donner la paix. Il considérait que c'était le meilleur investissement qu'il ait jamais fait. Après que les agents du FBI ont emmené nos parents, Tommy et moi sommes restés dans la salle de conférence, essayant de digérer tout ce que nous venions d'apprendre. Les autres étaient partis avec tact, ne laissant que Gordon pour s'asseoir tranquillement avec nous dans le sillage des événements. Je ne comprends pas, a finalement dit Tommy. Pourquoi serait-il revenu maintenant? Pensait-il vraiment que Walter leur laisserait de l'argent après tout ce qu'ils ont fait? Les gens voient ce qu'ils veulent voir, ai-je dit, fixant les chaises vides où Frank et Hélène s'étaient assis quelques instants auparavant. Ils ont passé leur vie à croire qu'ils méritaient des choses qu'ils n'avaient pas gagnées. Gordon s'est éclairci la gorge doucement. Walter avait anticipé que vous pourriez avoir des questions après les révélations d'aujourd'hui. Il a laissé à chacun de vous une lettre privée également. Il nous a tendu à chacun une enveloppe avec nos noms écrits de l'écriture ferme de Walter. La mienne contenait plusieurs pages. Le papier était de la papeterie de haute qualité que Walter avait toujours préférée. De là, commençait-elle. Si tu lis ceci, je suis parti, et tu viens d'assister à la confrontation avec Frank et Hélène que j'ai arrangée. J'espère que tu pourras me pardonner de t'avoir caché leur réapparition périodique. J'ai pris la décision de te protéger de leur tentative continue de profiter de ta douleur. Je veux que tu saches que j'étais au courant de mon diagnostic il y a 5 ans, bien plus tôt que je ne l'ai partagé avec toi et Tommy. Quand j'ai reçu la nouvelle, ma première pensée n'a pas été pour ma propre mortalité, mais pour ce qui vous arriverait à tous les deux quand je ne serai plus là. Je savais que Frank et Hélène referaient surface un jour,
attiré par la perspective d'un héritage. Tu te demandes peut-être pourquoi j'ai orchestré cette exposition publique plutôt que de simplement les exclure de mon testament. Je l'ai fait parce que je voulais que tu les vois clairement, que tu comprennes sans l'ombre d'un doute que leur abandon n'a jamais été de ta faute. Vous méritiez des parents qui auraient remué ciel et terre pour vous garder en sécurité. Au lieu de cela, vous avez eu Frank et Hélène, qui voyaient leurs propres enfants comme des marchandises à échanger. Je t'ai vu grandir, d'une enfant de 13 ans effrayée et blessée à une femme brillante et compatissante qui m'émerveille chaque jour. La force dont tu as fait preuve, la résilience, la détermination à créer du bien des cendres de la trahison, ce sont des qualités qui ne peuvent être enseignées. Elles viennent de l'intérieur de toi. Mon plus grand regret est que je ne serai pas là pour voir tout ce que tu accompliras. Mais je quitte ce monde confiant, sachant que toi et Tommy continuerez à prospérer, à vous soutenir mutuellement, et peut-être à aider d'autres enfants qui, comme vous, ont besoin de quelqu'un qui croit en eux. Avec tout mon amour et une fierté infinie. Walter. J'ai plié la lettre soigneusement, les larmes brouillant ma vision. De l'autre côté de la table, Tommy était tout aussi ému par sa propre lettre, s'essuyant les yeux avec le dos de la main. Il savait, a dit doucement Tommy. Il a toujours su qu'il reviendrait pour l'argent. J'ai hoché la tête, incapable de parler, la gorge nouée. Dans les semaines qui ont suivi, nous en avons appris davantage sur les activités de Frank et Hélène pendant leurs 15 ans d'absence. L'enquête du FBI a révélé un schéma d'escroquerie à petite échelle dans plusieurs États. Il s'en était pris particulièrement à des victimes âgées, se faisant passer pour des travailleurs caritatifs, des entrepreneurs en réparation domiciliaire, et même des parents éloignés. Ils avaient pris soin de limiter chaque arnaque pour éviter l'attention fédérale, déménageant fréquemment pour garder une longueur d'avance sur les autorités locales. Le procès s'est déroulé rapidement, compte tenu des preuves accablantes que Walter avait compilées. Frank et Hélène ont tous deux accepté des négociations de peine plutôt que de faire face à un procès. Frank a été condamné à 7 ans de prison fédérale, Hélène à 5, avec des ordonnances de dédommagement qu'il ne pourrait jamais payer. J'ai débattu de l'idée de leur rendre visite en prison mais j'ai finalement décidé de ne pas le faire. À quoi bon, ai-je demandé à Tommy lors d'un de nos dîners du dimanche habituels, maintenant tenu dans mon appartement du centre-ville. Ils ne vont pas soudainement devenir les parents dont nous avions besoin. Je suis d'accord, a dit Tommy, poussant la nourriture dans son assiette. Mais est-ce que ça fait de nous des personnes horribles de ne même pas essayer de maintenir une relation avec eux? Non, ai-je dit fermement. Nous avons perdu nos parents il y a 15 ans. Les personnes dans ces cellules de prison sont des étrangers qui partagent notre ADN. Walter était notre vrai parent de toutes les manières qui comptent. Le processus de règlement de la succession de Walter a occupé une grande partie de mon temps au cours de ces premiers mois. La responsabilité de diriger la division des petites entreprises de Campbell Tech tout en aidant le nouveau PDG à prendre la relève de Walter était parfois écrasante. Tommy était retourné à New York pour continuer son travail à la galerie, bien que nous nous parlions tous les jours, et il revenait à Chicago au moins 2 fois par mois. 3 mois après la lecture du testament, j'ai pris une décision qui aurait rendu Walter fier. J'ai créé la fondation Walter Campbell pour la réunification familiale, en utilisant une partie importante de mon héritage. La mission de la fondation était d'aider les frères et sœurs séparés par le système des familles d'accueil à se reconnecter et, si possible, à se réunir. Je pensais souvent à quel point ma vie aurait pu être différente si Tommy et moi étions restés séparés, si Walter ne s'était pas battu si durement pour nous réunir. Mon parcours de guérison n'a pas été linéaire. Il y avait des jours où la colère menaçait de me consumer, où j'imaginais confronter Frank et Hélène dans leur cellule de prison, exigeant des réponses qu'ils ne pourraient probablement pas fournir. Le docteur Bennett, qui m'avait aidé pendant mon adolescence, est redevenu une partie importante de mon système de soutien, m'aidant à naviguer dans les émotions complexes suscitées par leur réapparition et leur emprisonnement subséquent. Le pardon ne consiste pas à les absoudre, m'a-t-elle rappelé lors d'une séance particulièrement difficile. Il s'agit de vous libérer du fardeau de la haine. 6 mois après la mort de Walter, j'ai rencontré Michael lors d'un gala de charité pour la fondation. Ingénieur en structure aux yeux bienveillants et au comportement patient, il a écouté attentivement alors que je partageais des bribes de mon histoire, sans jamais pousser pour en savoir plus que ce que j'étais prêt à donner. Notre relation s'est développée lentement, construite sur le respect mutuel et un intérêt sincère pour la vie et les passions de l'autre. Tommy s'est épanoui sur la scène artistique de New York. Ses peintures étaient maintenant exposées dans des galeries respectées et des collections privées. Il a utilisé sa plateforme pour plaider en faveur de l'éducation artistique dans les communautés défavorisées,
créant des bourses pour les jeunes talentueux en famille d'accueil intéressés par des carrières créatives. Un an après le début des peines de Frank et Hélène, j'ai reçu une lettre inattendue de la prison fédérale pour femmes du Kentucky. Contrairement à la papeterie soignée de Walter, celle-ci était écrite sur du papier ligné bon marché d'une main tremblante que j'ai à peine reconnue comme étant celle d'Hélène. De là, écrivait-elle, je n'attends pas de pardon, et je ne le mérite pas. Les choses que nous avons faites à toi et Tommy, à Walter, à d'autres étaient impardonnables. Je n'écris pas pour trouver des excuses, mais pour te dire une seule vérité parmi les nombreux mensonges, j'ai toujours été fier que tu sois ma fille, même quand j'ai complètement échoué à être ta mère. Je n'ai pas répondu immédiatement, laissant les mots mûrir en moi pendant des semaines alors que je réfléchissais à l'utilité de maintenir même le contact le plus distant. Finalement, j'ai décidé de la voir une fois avant sa libération l'année suivante. La visite a été brève et gênante. Hélène avait considérablement vieilli en prison, son apparence soigneusement entretenue maintenant usée et grise. Elle m'a posé des questions sur Tommy, sur mon travail, écoutant avec ce qui semblait être un intérêt sincère. Elle n'a pas demandé d'argent ou de faveur, n'a pas tenté de justifier ses actions. Alors que je me préparais à partir, elle a dit simplement « Je ne m'attends pas à faire partie de ta vie, de là. Je voulais juste que tu saches que je reconnais la personne extraordinaire que tu es devenue malgré nous comme parents. » Je ne suis pas devenu qui je suis malgré vous, ai-je répondu, trouvant une vérité que je n'avais pas entièrement articulée auparavant. D'une certaine manière, c'était à cause de vous. Votre abandon m'a conduite à Walter, et il m'a montré à quoi ressemble l'amour inconditionnel. Je n'échangerai pas la personne que je suis aujourd'hui. Et cette personne a été façonnée par chaque expérience, y compris celle d'être abandonnée. Je n'ai pas rendu visite à Frank, qui n'avait fait aucune tentative pour contacter ni Tommy ni moi. Certains ponts restent définitivement brûlés, et j'avais fait la paix avec cette réalité. 3 ans après la mort de Walter, la Fondation a ouvert son premier lieu physique, un espace accueillant au centre-ville de Chicago où les frères et sœurs séparés pouvaient se retrouver dans un environnement de soutien, avec des conseillers disponibles pour aider à naviguer les émotions complexes que de telles réunions déclenchent souvent. Nous l'avons nommé la Maison Campbell, en l'honneur du foyer que Walter avait créé pour Tommy et moi. Le moment le plus profond de mon parcours de guérison est survenu de manière inattendue lors de la célébration de l'inauguration de la Maison Campbell. Une jeune fille de 12 ans s'est approchée de moi, tenant une carte de remerciement faite à la main. La fondation m'a aidé à retrouver mon petit frère, m'a-t-elle dit, les yeux brillants de joie. Nous avons été séparés pendant 3 ans, mais maintenant sa famille d'accueil l'amène me voir tous les mois. Il parle même de m'adopter aussi, pour que nous puissions être ensemble tout le temps. À cet instant, j'ai senti la présence de Walter si fortement que cela m'a coupé le souffle. C'était son héritage, continué à travers nous. Pas l'empire financier qu'il avait bâti, mais la conviction que la famille, qu'elle soit de sang ou choisie, valait la peine de se battre pour elle. La famille n'est pas définie par le sang, ai-je dit à un journaliste qui couvrait le travail de la fondation. Elle est définie par qui est présent, qui reste, qui vous fait vous sentir en sécurité, valorisé et aimé. Walter nous a appris cela, et c'est l'héritage le plus précieux qu'il nous ait laissé. Alors que je construis ma vie maintenant, équilibrant mon rôle chez Campbell Tech avec le travail croissant de la fondation, je porte les leçons de Walter avec moi. J'ai appris que les blessures les plus profondes peuvent devenir des sources de compassion si nous leur permettons de l'être. J'ai découvert que la meilleure vengeance contre ceux qui nous ont blessés n'est pas de leur causer de la douleur en retour, mais de créer de la joie et un but à partir de ce qu'ils ont essayé de détruire. Avez-vous déjà eu quelqu'un de votre passé qui est réapparu en pensant qu'il y avait quelque chose à gagner? Comment avez-vous géré la situation? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin d'entendre que la famille est une question d'amour et de choix, pas seulement d'ADN. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et souvenez-vous que parfois, les plus grands cadeaux proviennent de nos plus profondes douleurs.